Bonjour à tous, mon nom est Tidjani Belmansour, puis aujourd'hui je vais vous présenter un retour d'expérience sur un outil de gestion de formation que nous avons conçu pour nos besoins à l'interne et qui utilise ou qui tire profit de la plateforme Azure. Donc, rapidement, mon nom est Tidjani Belmansour, je suis un architecte cloud qui travaille pour Cofomo, donc une firme de services conseil qui est basée au Canada. Donc, on a plusieurs bureaux au Canada. Pour ma part, je suis basé à Québec et je suis aussi un Azure MVP. Je suis également co-organisateur de la communauté Azure de Québec. Donc, je vous ai mis le lien à l'écran donc via notre page Meetup. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Compte tenu de la pandémie, maintenant, on donne plusieurs de nos activités sont via Teams. Donc, nos formations sont en ligne. Donc, vous pouvez vous y inscrire, même si vous êtes de l'autre côté de la planète. Vous pouvez aussi communiquer avec moi ou me suivre soit sur LinkedIn, soit sur Twitter. Et tout en bas, vous avez mes blogs. Donc, le premier, espacenuagique.com, c'est mon blog en français. Et le second, dev2/Tidjani, c'est mon blog en anglais. Donc, c'est pas mal les mêmes articles que vous allez retrouver d'un côté et de l'autre. C'est juste que le premier est en français et le deuxième est en anglais. Donc, on va débuter par expliquer le besoin et pourquoi est-ce qu'on a voulu ou eu besoin de réaliser ce projet-là. Comme je vous l'ai dit, je travaille pour une firme de services conseil en TI qui est basée au Canada. Donc, on a plusieurs bureaux à travers 2 provinces au Canada. Étant donné que nous sommes une firme de services conseil en TI, notre principal produit, c'est notre expertise et nos connaissances et nos compétences. Donc, on a plusieurs partenaires et on a donc de l'expertise sur différentes technologies, différentes plateformes, donc que ce soit sur du Microsoft, que ce soit du AWS, du Red Hat, du VMware, etc. Et on a une offre de services qui couvre différents axes. Donc, vous voyez ici à l'écran, on a plusieurs axes avec plusieurs, disons, expertises en différents axes. Et pour soutenir notre offre de service, notre plan d'affaires et les compétences de nos conseillers, on a des centres d'expertise qui sont en place. Donc, on a plusieurs centres d'expertise. Pour ma part, je suis le responsable du centre d'expertise Microsoft. Donc, on couvre tout ce qui touche, tout ce qui a lien avec du Microsoft. Que ce soit, par exemple, du Microsoft 365, que ce soit du Azure, que ce soit du développement sur les technologies Microsoft, peu importe, tout ce qui touche à la plateforme ou du moins tout ce qui touche à du Microsoft, on couvre ça au sein du centre d'expertise Microsoft. Et donc, comme je vous l'ai mentionné, étant donné que notre produit principal, c'est justement nos connaissances et nos compétences, on a plusieurs activités qu'on met en place pour justement gérer cette montée en compétences, s'assurer que nos conseillers sont toujours à jour en termes de connaissances, d'expérience et d'expertise. Donc, quelques-unes des activités qu'on met en place pour supporter ça. Donc, on a le support de nos conseillers en mandat. Donc, nos conseillers travaillent en mandat chez des clients. Donc, on vient les supporter en cas de besoin, soit pour donner de la formation sur certaines technologies, certaines pratiques, soit pour les aider vraiment dans certaines particularités qui sont plus complexes dans leur projet, leur politique et des conseils, etc. On recommande aussi des certifications Microsoft qui sont en lien, enfin des certifications au sens large. Le CEM, donc le centre d'expertise Microsoft, couvre la partie certification Microsoft, mais il y a d'autres centres d'expertise qui couvrent les autres certifications. Donc, on recommande des certifications qui sont en lien avec nos besoins d'affaires. Donc, les besoins d'affaires de notre entreprise, on s'assure qu'on cible les bonnes certifications qui nous permettent d'être les plus compétents possibles et avoir le plus d'expertise possible pour répondre à ces besoins d'affaires. Aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos conseillers dans leur choix de formation, leur choix de certification, selon leurs intérêts, selon leurs aspirations et selon leurs besoins. Et aussi, on conçoit et on donne des formations, des ateliers pratiques. Et une fois par année, on a notre traditionnelle conférence annuelle qu'on appelle la journée Cofomo. Donc, vous vous doutez bien que pour supporter
toutes ces activités-là, ça prend quand même de la coordination. Donc, chaque centre d'expertise organise et gère ses propres activités, mais quand même, on se coordonne dans nos activités entre différents centres d'expertise. Ces activités se donnaient essentiellement en salle avant la pandémie de la COVID-19, coronavirus. Dans ce contexte-là, les salles avaient des capacités limitées et impliquaient que les gens se déplacent. Donc, le fait que les salles aient des capacités limitées, ça nous obligeait en fait à avoir une gestion de file d'attente pour les inscriptions aux différentes activités ou prévoir plusieurs sessions dépendamment de la popularité de nos activités. Et étant donné que nos conseillers devaient se déplacer, donc on ne voulait pas forcément les faire déplacer plusieurs fois par semaine. Donc imaginez que différents centres d'expertise donnent plusieurs activités au courant de la même semaine, ça aurait nécessité que nos conseillers se déplacent plusieurs fois durant la semaine. Donc on ne voulait pas leur imposer ça parce que nos conseillers ont des obligations en mandat, ont des vies de famille aussi. On ne voulait pas non plus avoir des activités en parallèle. Donc imaginez que dans la même plage horaire, il y ait plusieurs présentations, donc ça aurait forcé nos conseillers à, entre guillemets, sacrifier une activité au profit d'une autre. Aujourd'hui, dans le contexte de la pandémie du coronavirus, nos activités se donnent par Teams, donc en ligne via Teams. Elles sont enregistrées et elles sont disponibles en vidéo à la demande sur notre plateforme Microsoft Stream. Cependant, un retour à la formule en salle n'est pas exclu. Mais même si on retourne dans une formule en salle, la formule Teams est là pour durer et est là pour rester. Donc, dans ce contexte-là, la gestion des inscriptions aux différentes activités se faisait manuellement via des échanges de courriels. Donc, quand on crée une nouvelle formation, on envoyait un courriel à tout le monde, enfin un email à tout le monde, pour notifier qu'une nouvelle activité a été créée. Donc, les gens répondaient, nos conseillers répondaient au courriel en faisant une demande d'inscription. Donc, s'il y avait de la place qui était disponible, on leur confirmait leur inscription. Puis, s'il n'y avait pas de place disponible, on prenait en note leur intérêt, on leur envoyait un courriel en leur disant qu'ils sont sur la liste d'attente, puis on gérait manuellement cette liste d'attente-là. On avait aussi la possibilité de faire une demande de désinscription. Donc, un conseiller qui n'était plus en mesure de participer à une activité nous envoyait un courriel pour dire « Ah, finalement, je vais me désinscrire parce que je ne serai pas en mesure de participer à l'événement. » Et dans ce cas-là, nous, étant donné qu'on faisait une gestion manuelle de la liste d'attente, il fallait consulter cette liste-là, aller chercher le prochain qui était inscrit, puis lui envoyer un courriel en lui demandant s'il était toujours intéressé à participer à l'activité. Ici, il nous disait qu'il était intéressé, donc on lui envoyait sa confirmation. S'il nous disait qu'il n'est pas intéressé, donc on piochait le prochain dans la liste, on refaisait le même processus. Donc, vous vous doutez bien que toute cette gestion-là était complexe, laborieuse, fastidieuse et non pas exempte de risque d'erreur ou d'oubli. Parce que, oui, on gère toutes ces inscriptions et autres, mais nous aussi, on a des obligations envers nos clients et envers nos mandats respectifs. Donc, l'objectif de concevoir cet outil-là, c'est d'avoir une solution que l'on peut modeler en fonction de nos besoins actuels et de nos besoins futurs. Donc, il fallait que la solution reste soit extensible et évolutive pour pouvoir inclure des besoins futurs. On voulait avoir aussi une solution qui répondrait certes à nos besoins, mais à un coût le plus optimal possible. On avait aussi des aspirations d'expérimentation derrière ça. Donc, on voulait expérimenter une solution qui est basée sur l'approche serverless, donc approche sans serveur. On y reviendra. Et on voulait avoir aussi une solution qui pourrait être utilisée comme support ou comme matériel de formation pour nos conseillers, pour les aider à monter en compétence justement sur ces technologies-là. Aussi, on voulait que cette solution puisse s'intégrer facilement avec nos systèmes à l'interne et que ce soit un point central de la gestion de formation. Ce que j'entends par là, c'est qu'un de nos conseillers pourrait aller se loguer sur le portail, aller voir l'historique de ces formations, cliquer sur une formation, aller accéder au matériel, visionner la vidéo, etc.
Donc, pour concevoir cet outil-là, on y a été par approche itérative. Donc, on a commencé par un MVP, donc un produit minimum viable, donc un minimum viable product en anglais. Les fonctionnalités qui devaient faire partie de ce MVP-là, c'est bien évidemment la création, modification, suppression des activités, mais seulement si pour un rôle de responsable de centre d'expertise. Donc, un participant ne pourrait évidemment pas faire ces tâches-là. On voulait pouvoir lister les formations à venir, s'y inscrire, s'il y a de la place disponible, et s'inscrire en liste d'attente s'il n'y avait pas de place disponible, mais cette gestion-là devait être faite automatiquement. Donc la gestion de la file d'attente et la gestion des inscriptions devait se faire automatiquement sans intervention manuelle. De même pour la désinscription. Donc on peut se désinscrire d'une formation auquel on se serait préalablement inscrit, ou tout simplement se désinscrire de la liste d'attente. Donc je peux m'être inscrit en liste d'attente, puis finalement je me dis, ben, j'aurai de toute façon pas le temps d'y aller, autant libérer ma place au profit de quelqu'un d'autre. La gestion aussi des notifications par courriel, donc par email, devait être automatisée. Et on voulait aussi détecter s'il y avait plusieurs formations qui ont lieu au sein de la même plage horaire. Et si c'est le cas, donc on notifie les responsables de centre d'expertise, justement, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, parce qu'on ne veut pas forcément que les gens aient à faire un choix d'une session plutôt qu'une autre. Ensuite, vient le plus compliqué dans l'histoire, trouver un nom pour notre outil puis notre application. Donc, on a évalué plusieurs noms possibles. Donc, attendre, donc du verbe anglais to attend, qui est assister. Vous doutez bien qu'on l'a écarté assez rapidement. On a pensé aussi à j'y serai, j'y vais. Donc, vous voyez aussi, on a une syntaxe qui n'est pas très, on va dire, pas très correcte. Et pourquoi vous voyez cette syntaxe-là, c'est justement pour avoir le fameux nom de domaine. Donc, on n'aurait pas écrit j'y serai avec l'apostrophe, etc. dans notre nom de domaine. Donc, on a évalué aussi plusieurs noms et on s'est mis d'accord sur je serai là. Donc, c'est le nom de notre application. Donc, maintenant qu'on a identifié le pourquoi du besoin, donc pourquoi est-ce qu'on a choisi Azure? Ben, essentiellement parce que c'est la plateforme sur laquelle on a le plus d'expertise. Donc, l'équipe qui a qui a conçu la solution ou l'application avait le plus d'expertise sur Azure. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi cette plateforme-là. Une autre plateforme aurait très bien pu faire l'affaire. On voulait aussi donc miser sur la mise en place rapide d'un environnement de développement, donc d'où l'idée d'opter pour une solution cloud. Donc, ça nous a pris quelques minutes à créer les environnements dans Azure et environ une journée pour mettre en place l'infrastructure as code. Donc, on a scripté l'infrastructure et concevoir tous les pipelines dans Azure DevOps, donc pour automatiser les déploiements via CI/CD. Aussi, le fait d'aller sur une plateforme cloud, Azure en l'occurrence, nous permettait de réduire au minimum les coûts pour la phase de développement. En l'occurrence, les coûts pour la phase de développement étaient nuls. Pourquoi? Parce qu'on a pris des web apps en free tier, donc en plan de service gratuit. Et au niveau du service bus puis des logic apps, la consommation qu'on avait restait dans les limites de l'offre gratuite. Aussi, le fait de capitaliser sur une plateforme cloud nous permet d'avoir ou de bénéficier de la haute disponibilité et de la résilience de cette plateforme-là et de pouvoir bâtir des solutions qui sont robustes en tirant profit justement des services et des fonctionnalités qui sont offertes par la plateforme en termes de haute disponibilité et de résilience. Aussi, on a une élasticité qui est possible. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prévoir en amont la grosseur de nos instances ou nos plans de service, donc notre infrastructure. On n'a pas besoin de dimensionner notre infrastructure en amont. On peut commencer par des petites infrastructures et tirer profit de l'élasticité pour justement supporter la montée en charge de nos applications. Donc, au niveau des choix technologiques, notre application web, nous avons opté pour concevoir une application web en ASP.NET Core avec le pattern MVC, qui est hébergé dans une web app, donc dans un app service, Azure App Service,
Pourquoi? Ben, tout simplement on voulait livrer le produit rapidement, donc on voulait capitaliser sur les compétences de l'équipe en place. Aussi, ASP.NET Core est quand même une technologie très performante, donc on fait un choix en se basant sur une technologie aussi qui est performante, qui répond aux besoins. Et l'idée d'aller sur du App Service, ça nous permet de configurer assez facilement l'authentification via un Azure Active Directory en utilisant la technique Easy Auth. Donc, au niveau des services bus queues, on voulait justement avoir une solution la plus résiliente possible. Donc, on a découplé les communications en mettant des queues, donc des files d'attente entre nos services. Ainsi, ça nous permettait en fait que si on a un service qui est down, donc qui n'est pas disponible, soit parce qu'il est en maintenance, soit parce qu'il y a une erreur ou autre, que de ne pas pénaliser la solution tout entière en fait. Donc, les messages resteraient dans les queues, puis lorsque le service reviendrait en ligne, ben, le message serait traité. Et nos traitements sont essentiellement, donc on a conçu notre application de sorte que les traitements soient essentiellement asynchrones. Ce que j'entends par asynchrone, c'est qu'ils ne sont pas en temps réel, donc ils ne sont pas en mode interactif. On a quand même quelques traitements qui sont en mode interactif, et pour cela, ce qu'on fait, c'est que ces traitements sont pris en charge à même l'application web. Et donc, au niveau de la configuration des queues, on a opté pour mettre en place une queue par Logic App, donc par service ou par fonctionnalité. Pourquoi? Justement pour avoir cette facilité de maintenance et d'évolutivité de la plateforme. Donc, chaque queue est identifiée au nom de la fonctionnalité qu'elle sert et donc est en lien uniquement avec une seule Logic App. Donc, si jamais cette Logic App ne répond pas, ben, le message reste dans la queue, puis les autres Logic Apps ne sont pas impactés. Et aussi, ce qui est important de noter, c'est qu'au niveau d'Azure, la facturation dans Azure, on n'est pas facturé par nombre de queues, on est facturé par nombre de messages qui transitent dans les queues. Donc, de ce fait, on peut avoir autant de queues que l'on veut, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, pourquoi des Logic Apps plutôt que des Azure Functions ou des Web Apps, par exemple? Donc, on souhaitait expérimenter justement une architecture serverless donc pour nos services. Donc, on avait le choix soit entre Logic App ou Function. Et on voulait aussi tirer profit de nos collègues qui sont plus des citizen developers. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme-là, qui arrive surtout avec les plateformes low-code comme la plateforme Power Platform, etc. Les citizen developers, c'est des gens qui ne sont pas des développeurs dans l'âme, donc qui n'ont pas une grosse expertise en développement avec les différentes technologies, les différents frameworks, etc., mais qui ont un esprit analytique. Donc, ils sont capables de concevoir des algorithmes. Donc, en leur mettant entre les mains les bons outils, ils sont capables de concevoir un workflow qui représente un certain algorithme. Et justement, les Logic Apps sont parfaites pour ça parce qu'on conçoit un workflow de manière graphique, donc via un designer graphique. Donc, c'est vraiment à la portée de ce profil-là de citizen developer. Aussi, on voulait expérimenter dans un contexte de collaboration entre deux types de développeurs. Donc, les citizen developers dont on vient de parler et les développeurs, entre guillemets, plus traditionnels qu'on appelle les enterprise developers. Et on voulait en tirer des leçons pour mieux conseiller nos clients. Parce que oui, nos clients commencent à s'intéresser à ces approches-là de low-code et de mettre à profit des citizen developers. Et enfin, contrairement au web app, le fait d'aller vers du serverless, c'est que on maximise nos coûts. C'est que du serverless, si on ne l'utilise pas, ben, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de coût fixe, on va dire. Tandis qu'une web app, idéalement, vous devriez, pour des charges de production, vous devriez prendre un certain plan de service qui va vous coûter un certain montant par mois, même si personne n'utilise cette application-là. Donc, en serverless, on n'a pas ce cas de figure. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a choisi des Logic Apps plutôt que des Functions? Donc, on a mentionné tout à l'heure le désir de vouloir tirer profit des citizen developers. Et il y a aussi un autre facteur, c'est que personnellement, les Logic Apps, je les réserve quand on a des orchestrations de tâches, donc des workflows. Et quand on a des traitements
plus spécifiques, plus poussées, plus complexes ou des transformations de données vraiment poussées à faire, ben là, je favorise les functions. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que une function peut être une tâche d'une logic app. Donc, si à un moment donné, dans un workflow, on a besoin de faire un traitement plus poussé, plus complexe, on peut demander à un enterprise developer de concevoir une fonction pour ça et venir l'intégrer dans la logic app comme étant une étape de cette logic app. Au niveau du processus de développement, on utilise notre Azure Board, donc on est sur Azure DevOps. On utilise Azure Board pour la gestion de notre projet en mode agile. Donc, on a des user stories avec des fonctionnalités. Et vous voyez ici, on utilise des tags. Donc, vous voyez à l'écran, par exemple, sur la première user story, dans la colonne New, donc la colonne la plus à gauche, on a un tag vNext. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce récit-là, on peut le repousser à une livraison subséquente. Il ne fait pas partie du MVP qu'on a défini tantôt. Pour ce qui est du tag, donc si vous regardez le user story juste en dessous, donc dans la même colonne new, donc c'est sécuriser la solution, lui a le tag 2019-2020. Donc c'est vraiment ce récit-là fait partie du MVP. Donc on identifie comme ça nos récits. Notre code se trouve dans Azure Repo, donc on est sous contrôle de source Git. Donc ce qu'on retrouve là-dedans, c'est notre code applicatif, nos scripts SQL de chargement initial de la BD. Donc ce qu'on charge initialement, c'est tous les domaines de valeur, par exemple la liste des salles, la liste des centres d'expertise, etc. On a nos scripts d'infrastructure as code, donc IAC, donc pour les Logic Apps, pour la Web App, pour la BD, pour le Service Bus. Donc, si vous regardez, vous voyez dans la colonne de gauche, donc tout ce qui se termine par LA, c'est pour Logic App. Ce qui se termine par BD, c'est pour la BD, donc les scripts IAC de la BD. Donc, c'est ce qu'on voit ici. En plus bas, on avait Web, donc c'était pour l'application Web. Donc, au niveau du développement en tant que tel, donc, on respecte quand même les bonnes pratiques. Donc, on a différents services pour découpler notre application et tous nos services sont instanciés par le mécanisme d'injection de dépendance de .NET Core. Donc, comme vous le voyez dans le bout de code qui est à l'écran, on a un service de messaging pour justement communiquer avec le service bus. On a un service de gestion d'identité, donc pour gérer l'authentification, un service de permission pour gérer les permissions de l'utilisateur connecté sur les différentes fonctionnalités de l'application, etc. Donc, pourquoi est-ce qu'on a découpé ça comme ça? Ça nous permet justement, dans un contexte de test en local, de pouvoir s'abstraire de ces dépendances-là, puis pouvoir moquer ces dépendances pour pouvoir faire nos tests plus facilement. Justement, parlant de tests en local, donc ce qu'on fait, c'est qu'on a des dépendances factices, donc des mocks, pour éviter de communiquer avec Azure. Donc pour des raisons d'optimisation de coûts dans un premier temps. Donc, quand on est en train de développer la fonctionnalité, on n'a pas forcément besoin de la tester tout le temps en communiquant avec Azure. Et pour ça, on a des mocks. Donc vous voyez le bout de code à l'écran, donc c'est un mock du messaging service. Donc, au lieu de pousser des messages vraiment dans la queue, ce qu'on fait, c'est qu'on log uniquement que le message a bien été traité. On a aussi des mocks pour des comptes utilisateurs, donc pour représenter des personas de notre application. Donc, on a un utilisateur standard, un utilisateur qui est administrateur de la solution, un utilisateur qui est responsable d'un centre d'expertise, pour pouvoir tester les permissions de chaque type d'utilisateur. Enfin, pour les essais donc automatisés, donc les unit tests, etc., donc on utilise une BD in-memory avec Entity Framework Core pour justement faire nos tests automatisés. Donc, au niveau des tests automatisés, on a des tests automatisés à plusieurs niveaux. Oui, les tests automatisés de code, mais on a aussi des tests automatisés d'infrastructure. Donc, on valide la conformité de notre infrastructure. Donc, notre infrastructure est déployée via des ARM templates et du PowerShell. Et on a des scripts pester, donc qui tirent profit de PowerShell, pour valider que ce qui était déployé correspond à ce qu'on avait prévu, en fait, donc à ce qu'on s'attendait à avoir. Et on a aussi des health checks. Donc, une fois qu'on déploie l'infrastructure et l'applicatif, on exécute nos tests de health check pour s'assurer que toutes les dépendances sont up and running, sont disponibles, que notre application est capable de s'exécuter. Elle est dans un état en santé.
Donc, au niveau des Logic Apps, donc, les Logic Apps peuvent être conçus soit dans Visual Studio, soit dans le portail d'Azure. Donc, on les a conçus dans le designer graphique de Visual Studio. Pourquoi? Parce que notre code est sous contrôle de source, donc dans Git. Donc, lorsqu'on conçoit graphiquement notre workflow, automatiquement, le fichier JSON qui s'appelle logicapp.json est automatiquement mis à jour par Visual Studio. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on modifie ce fichier-là pour extraire les paramètres. Je reviendrai un peu plus loin là-dessus. Et on archive le code. Donc on fait un commit et un push pour archiver nos modifications. Au niveau du déploiement de la solution, comme je vous l'ai mentionné, tous nos scripts sont en IAC, donc en infrastructure as code, via des ARM templates. Et on a prévu 3 environnements. Donc on a un environnement qu'on appelle infra, qui nous sert spécifiquement à valider nos scripts d'infrastructure. Donc, quand on conçoit nos templates ARM, on les exécute sur cet environnement-là pour s'assurer de leur conformité, qui répondent à nos besoins, sans avoir d'impact sur l'environnement de dev et encore moins sur l'environnement de production. L'environnement de dev, donc à lui, c'est quoi? C'est vraiment l'environnement qui nous permet de faire nos essais, nos validations, nos essais d'acceptation, etc. Donc, c'est vraiment, vous pouvez le voir un peu comme notre staging. Et notre environnement de prod, c'est notre environnement de production. Donc, on voulait ici minimiser le nombre d'environnements qu'on a en place, parce que chaque environnement, c'est des duplicats de ressources Azure, donc ça fait gonfler un petit peu la facture. Donc, on voulait avoir le nombre minimum possible, mais avoir la flexibilité de gérer nos environnements sans impacter les opérations. Enfin, au niveau des pipelines, donc on utilise Azure Pipeline. Donc on a un pipeline de release, donc de mise en production, par artefact. Donc on en a un pour déployer la web app et le service bus. On en a un pour la base de données et on en a un par Logic App. Pourquoi on a suivi ce modèle-là? C'est pour avoir la flexibilité de pouvoir déployer les services indépendamment les uns des autres sans avoir d'impact sur la solution globale. Donc, c'est là que la notion de service bus avec les queues est intéressante. C'est que si on déploie une nouvelle version d'une Logic App, on n'est pas obligé d'arrêter les opérations. Donc, on n'est pas obligé d'impacter plutôt toute la solution. Si une Logic App est en problème, puis qu'on doit corriger le bug, puis la redéployer, encore une fois, les queues nous permettent d'avoir justement ce niveau de découplage dans la solution pour éviter de pénaliser l'utilisation de la solution totale. Donc, aussi un petit portrait de nos pipelines de release. Donc, vous voyez, le premier en haut, c'est .web, donc c'est pour l'application web. .la, c'est pour les Logic Apps. Et vous voyez à peu près au milieu de l'écran, .sqldb, c'est pour la base de données. Notre base de données, c'est un SQL Database. On utilise Azure SQL Database pour notre base de données. Donc, si on zoome sur nos pipelines, donc ce qu'on a, donc on déploie au sein d'un même pipeline, on déploie l'infrastructure. Donc, vous voyez, la première étape, c'est on déploie l'infrastructure. On a des configurations post-déploiement. Des fois, certaines configurations nécessitent que les ressources soient déjà créées. Donc, on les exécute dans une étape subséquente. Ensuite, on déploie le code applicatif. Et enfin, on exécute nos health checks. Donc, maintenant qu'on a notre solution, il faut s'assurer de la sécuriser le mieux possible. Donc, ce qu'on utilise, justement, c'est qu'on utilise notre Azure AD. Donc, Cofomo utilise un Azure AD pour son authentification. Donc, on voulait brancher cet Azure AD au niveau de cette application-là. Tout employé qui navigue sur cet outil de gestion va devoir s'authentifier avec son compte Cofomo. On a aussi, au niveau de la web app, forcé le trafic en HTTPS only. Donc, on ne peut pas communiquer avec la web app en mode HTTP. On utilise aussi des Shared Access Signature au niveau du service bus pour éviter en fait que des messages puissent être envoyés par des émetteurs non autorisés. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous connaissez l'URL du service bus et qu'on n'a pas de Shared Access Signature, rien ne vous empêche de pousser un message dans la queue
puis que ce message-là soit traité par la logic app correspondante. Donc, en ayant un shared access signature, on vient renforcer le fait que vous devez connaître l'URL, mais en plus, vous devez connaître ce token, donc cette signature. Aussi, on protège notre BD à 2 niveaux. Donc, on utilise des Managed Identity pour la web app et un Managed Identity par Logic App, et on leur donne les bonnes permissions sur les objets de la BD. Donc, on fait des grants dans la BD pour restreindre le champ des possibilités de chaque composante sur les objets de la BD. On configure aussi le SQL Database Firewall, donc on a une protection au niveau réseautique pour s'assurer que seules les adresses IP correspondantes à la web app et au Logic App puissent accéder au serveur de BD. Donc même si vous avez la chaîne de connexion à la BD, ben, votre IP sera bloqué par le firewall, vous ne pourriez pas accéder à la BD. Enfin, on a recours au Azure Key Vault Reference pour restreindre l'accès aux connection strings de la BD et aux URL de nos Logic Apps qui contiennent justement ce Shared Access Signature Token. Donc, au lieu de les stocker en clair dans les configurations des ressources d'Azure, donc Logic App et App Service, ou encore pire, de les mettre en clair dans nos fichiers app settings ou web config. Ce qu'on fait, c'est qu'on les sauvegarde, on les stocke, on les sécurise dans les key vaults, et dans nos configurations, on a une référence à cette key vault-là. Donc, pour pouvoir y accéder, ça prend que le Managed Identity ait accès à la key vault, puisse faire un get sur cette clé-là dans la key vault. Donc, même si vous avez l'URL de la clé dans la Key Vault, il faudrait que votre utilisateur soit autorisé à aller le chercher dans la Key Vault. Ça nous donne encore un peu plus de sécurité. Donc, pour vous montrer un exemple de quoi peut ressembler un grant dans la base de données, donc ici, vous voyez notre service principal, donc notre compte de service pour notre application, donc notre Je serai la dev, lui, a la permission de faire des selects, de faire des inserts et des updates sur la table formation. Mais il ne peut par exemple pas faire de delete sur cette table-là, et il ne pourrait pas faire des opérations sur d'autres tables de la BD. Donc on vient vraiment gérer de manière granulaire ce que chaque compte de service peut faire sur la BD. Au niveau du monitoring, ce qu'on fait, c'est que on utilise Application Insight au niveau de la web app pour tout ce qui est les logs applicatifs, pour pouvoir tirer profit de Application Map. Donc, on a une vision graphique des interconnexions entre différents services, puis voir si jamais il y a des problèmes de communication entre ces différents services-là, puis pouvoir diagnostiquer. On peut aussi tracer plus facilement les erreurs, les bugs au niveau de l'application de cette façon-là. Aussi, au niveau de toutes nos ressources, donc le Web App, Logic App, Service Bus et SQL Database, on configure les diagnostic settings et on envoie les logs dans Azure Log Analytics pour pouvoir faire des requêtes sur ces logs-là et pouvoir ressortir de l'information. Enfin, on a au niveau de notre SQL Database, on active le Server Auditing pour savoir qui a fait quoi, quand, et on active Advanced Data Security pour justement essayer de spotter ou de cibler rapidement s'il y a des attaques de type injection SQL ou autre sur notre base de données. Donc, on protège un peu plus notre base de données. Donc, au niveau de la gestion de l'élasticité, donc de la montée en charge, les Logic Apps suivent un modèle serverless. Donc, vous n'avez pas besoin de spécifier une certaine grosseur, une certaine performance, on va dire, du serveur qui les exécute. L'élasticité, la montée en charge se fait automatiquement et au besoin en fonction du nombre de messages dans la queue. Donc, si le nombre de messages dans la queue augmente significativement, automatiquement, il va y avoir plus d'instances qui vont être créées de votre Logic App pour supporter cette montée en charge ou cette forte demande. Au niveau de la web app, ce qu'on fait, c'est qu'on a configuré les règles d'autoscaling pour augmenter ou diminuer le nombre d'instances en fonction de la charge du système. Donc, notre critère, c'est la taille de la file d'attente HTTP. Donc,
combien de requêtes sont envoyées à l'application web. Donc, c'est ça que ça veut dire. Donc, s'il y en a beaucoup de requêtes qui sont envoyées à l'application web, automatiquement, on va augmenter le nombre d'instances. Si ce nombre de requêtes baisse, on va diminuer le nombre d'instances. C'est très important de se rappeler de ça parce que souvent, quand on a remarqué que lorsque des clients ou des partenaires mettent en place de l'autoscaling, ils pensent tout le temps à la montée en charge, donc à augmenter le nombre d'instances. Mais si vous mettez pas en place des règles correspondantes pour baisser justement cette charge-là, ben, le jour où vous aurez plus de charge, où vous aurez passé le pic de charge de votre solution, ben, vous resterez à ce nombre d'instances élevé et vous allez donc payer pour rien en fait. Donc, il faut prévoir des règles pour redescendre en fait au niveau du nombre d'instances. Aussi, on a choisi un plan de service, donc une certaine configuration de notre plateforme, qui répond ou qui correspond plutôt à la charge moyenne du système qui est basé sur notre historique. Et si par contre, en cours de route, on se rend compte que ce plan de service a été sous-évalué, donc sous-dimensionné ou surdimensionné, on va le réajuster. Donc, vous voyez ici à l'écran qu'on ressemble les règles d'autoscaling. Donc, ici, on a quand même des règles au niveau du CPU. Donc, si on a notre CPU atteint plus de 80% de sa capacité, automatiquement, on va augmenter le nombre d'instances de 1. Et ici, si on a plus que 70 requêtes qui sont envoyées au site, donc on va augmenter le nombre d'instances. Pareil, donc on a du scaling. Donc, scale out, c'est on augmente le nombre d'instances. Scaling, c'est on diminue le nombre d'instances. Donc, on a des règles correspondantes. Donc, vous voyez ici, la valeur ne s'affiche pas. Mais on peut dire, par exemple, 40 ou 30 requêtes. S'il y en a moins que ça, c'est un seuil minimal. En dessous de ce seuil-là, ben, on descend. On diminue le nombre d'instances. Donc, qu'avons-nous appris de la réalisation de ce projet-là? La première leçon, c'est qu'il n'est pas possible de tester les Logic Apps en local. Donc, même si vous ouvrez Visual Studio, vous ouvrez votre projet Logic App, vous avez le designer graphique de Visual Studio, vous pouvez concevoir votre Logic App, c'est très bien. Par contre, l'exécution se fait sur Azure, quoi qu'il en soit. Donc, vous avez besoin d'être connecté à Azure et d'avoir une connexion active, Internet active en tout temps pour pouvoir travailler avec Logic App. Le moins de logique métier, on voulait intégrer le moins de logique métier possible dans la web app. Donc, on a délégué le plus possible au Logic App, mais on a quand même gardé quelques traitements, donc quelques règles de logique métier à même l'application web pour des raisons de performance et d'optimisation de coûts. Par exemple, tout ce qui est interactif, les traitements en temps réel interactifs, on les a gardés au niveau de l'application web. Je vous donne un exemple. On crée une nouvelle formation. Donc, l'inscription de cette formation dans la BD est faite à même l'application web. Ensuite, un message est déposé dans la queue nouvelle formation disponible pour que la Logic App correspondante le traite, puis détermine si elle doit envoyer une notification ou pas. Par exemple, nous, on a un statut, est-ce que la formation est active ou pas? Donc, si la formation n'est pas active, aucune notification par courriel ne sera envoyée. Par contre, si la formation est active, là, la notification, donc la diffusion à tous de la disponibilité de nouvelles formations va être envoyée. Il est aussi très complexe d'écrire des tests automatisés pour les Logic Apps. Donc, on fait des tests automatisés, comme je l'ai mentionné, à différents niveaux. Donc, par exemple, des tests unitaires au niveau de l'applicatif, des tests de validation de conformité de l'infrastructure, etc. Mais au niveau de Logic Apps, c'est très compliqué. Il y a certes une approche qui est documentée, mais elle est complexe à mettre en œuvre. Donc, dans notre cas, pour notre besoin actuel, on a choisi de faire nos tests manuellement et nous réévaluerons ce besoin-là si ça devenait un enjeu. Aussi, il n'est pas possible de débugger une Logic App. Donc, si vous avez un bug dans une Logic App, on ne va pas mettre un breakpoint puis dire « Ok, je vais suivre la Logic App puis la débugger ». Il faut exécuter la Logic App et analyser le résultat d'exécution. Donc, pour nous simplifier la tâche, ce qu'on fait, c'est qu'on injecte un message dans la queue correspondante, la Logic App est déclenchée, puis ensuite on analyse son exécution. Donc ici, vous voyez, on a une exécution qui s'est terminée en erreur. Donc, vous voyez les petites pastilles vertes à côté de chacune des étapes. Ça veut dire que
l'étape s'est terminée correctement, mais la petite pastille rouge, c'est que cette étape-là en particulier s'est terminée en erreur. Donc, si on ouvre l'étape, vous voyez en bas, on a le message d'erreur. Vous voyez ici les petites pastilles rouges. L'idée de recourir au Logicap, c'était, comme je vous l'ai mentionné, de tirer profit de nos citizen developers le plus possible, mais force est de reconnaître que ça prend quand même des enterprise developers. Okay? Donc les enterprise developers sont quand même nécessaires. Pourquoi? Pour justement extraire les paramètres du template de la Logicap et les placer dans les fichiers de paramètres. Comme je vous ai dit, on a différents fichiers de paramètres par environnement et corriger certains bugs complexes. Donc, quand on a des bugs qui sont liés à l'authentification ou autre, ça prend un développeur expérimenté pour pouvoir régler ça. Donc, même pour nos citizen developers, ça prend quand même une formation Logicap. Ça peut être très utile et très recommandé. Il existe plusieurs formations sur les différentes plateformes que vous aimez. Donc, ça peut être Pluralsight, LinkedIn Learning, Microsoft Learn, etc. Donc, vous voyez ici notre structure. Donc, logicap.json, c'est le template. Ensuite, on extrait les paramètres dans les différents paramètres par environnement. Donc, vous voyez dev, infra, prod, etc. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, l'application web est quasiment terminée. Donc, on est en cours de finalisation des tests automatisés et on n'a pas encore de logo. Donc, on y travaille. Nos Logicap sont terminés pour la plupart, mais pas toutes. Et on peut quand même livrer notre solution, comme on l'a mentionné, par itération. Donc, on livre plutôt le MVP. Donc, la première version, c'est notre produit minimum viable avec les spécifications qu'on avait mentionnées au début de la présentation. Et les autres fonctionnalités peuvent être livrées par la suite par itération. Donc, ça conclut ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'espère que ça a été instructif. Vous pouvez me rejoindre si vous avez des questions ou si vous voulez qu'on reste en contact. Vous avez ici toutes mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à me suivre et à communiquer avec moi. Merci beaucoup.